Bonjour Adrien, votre invité aujourd'hui. Le ministre en charge du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement, beaucoup de sujets évoqués avec lui. Bonjour Olivier Véran. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Hier, le gouvernement a confirmé la préparation d'une loi d'urgence pour faire face aux reconstructions nécessaires dans les communes touchées par les violences. Une circulaire a d'ores et déjà été préparée pour, vous disiez-vous hier, 90% des cas. Quand la loi, pour le reste, sera-t-elle présentée, examinée, mise en application ? Nous regardons les choses de très près. D'abord, il y a une certitude, c'est qu'on veut pouvoir reconstruire ce qui a été détruit. Pourquoi ? Parce que les premières victimes sont les Français qui n'ont rien demandé et qui ont vu leur bibliothèque, une école, un stade, une antenne de mairie ou de commissariat détruite partiellement ou totalement. Donc c'est normal de reconstruire ça. Il ne s'agit pas, je différencie ça, de ce qui reviendrait à mettre à nouveau de l'argent public pour de nouvelles constructions dans les quartiers comme une réponse politique à ces émeutes. Reconstruire, pardon Olivier Véran, je vous arrête un instant pour bien comprendre, ça va quand même coûter de l'argent. Il y a certes des cas où les assurances couvrent, mais il y aura quand même des cas, soit parce que des bâtiments ne sont pas assurés, soit parce que le montant est excessif, où il faudra de l'argent public. Mais ces familles de cette commune qui a vu une école brûler, en fait, elles ont besoin de mettre leurs enfants à l'école. Oui. Ce ne sont pas des émeutiers, ce ne sont pas des familles d'émeutiers. Donc il est normal que l'État intervienne. Nous travaillons avec les assurances, nous travaillons avec les banques, et puis l'État prend sa part, les collectivités. Nous voulons accompagner les collectivités financièrement pour qu'il n'y ait aucun frein à la reconstruction. Le plus souvent, d'ailleurs, ce sera à l'identique. Parfois, ce sera peut-être aussi l'occasion de finaliser un projet qui était en cours de discussion. Et donc, pour cela, il faut aller vite. Hors de question d'attendre. Donc on a pris une circulaire à la demande de la Première ministre. Le ministre Christophe Béchu a pris une circulaire qui a été publiée, qui permet d'activer, d'accélérer un certain nombre de mécanismes. Là où nous regardons les choses, c'est que dans un certain nombre de situations, par exemple dans des zones... excusez-moi, des bâtiments, des beaux bâtiments de France, il y a des procédures qui peuvent rallonger ou qui peuvent freiner les reconstructions. Et là, peut-être qu'un recours à la loi serait nécessaire, auquel cas le président de la République... Peut-être, c'est pas encore sûr. C'est quasiment évident, enfin c'est quasiment assuré. Et donc le président de la République a demandé au gouvernement de travailler très très vite à un complément législatif, c'est-à-dire un texte de loi, complémentaire de la circulaire, de manière à ce qu'aucune situation ne nous échappe. Mais dans quelques jours, le Parlement va partir en vacances, c'est la pause estivale, y compris pour les députés et sénateurs. Vous allez demander au Parlement de siéger plus longtemps ? Tout est sur la table, un objectif, ne pas retarder la reconstruction de ce qui doit être retardé. Et je vous dirais reconstruit. Qui doit être reconstruit, décidément. Mais les choses ne sont pas calées. Les choses ne sont pas calées complètement dans le délai, mais sur le principe, sur la priorité et sur l'urgence, sachez-le, c'est ce que nous allons faire. Alors, une question quand même, parce que quand on dit loi d'urgence, loi d'accélération pour la circulaire, quels que soient les termes, ça sous-entend que nos procédures aujourd'hui sont trop lourdes, trop longues, trop compliquées. Est-ce qu'on ne peut pas faire rentrer de manière pérenne dans nos règles le fait qu'on a des procédures plus légères, plus souples, plus rapides ? C'est pas la même chose quand il s'agit de reconstruire quelque chose qui vient d'être incendié et quand il s'agit de construire un bâtiment public neuf dans certains endroits. Donc les règles ne peuvent pas être les mêmes. Par contre, si vous m'interrogez sur la célérité avec laquelle l'État devrait être capable de pouvoir accompagner la construction de bâtiments fondamentaux, la réponse elle est oui. Et d'ailleurs c'est le sens du travail que nous a demandé le président de la République. C'est l'efficacité de l'action publique. Aller toujours plus vite, de manière efficace, proportionnée, sans prendre non plus de risques, ni avec évidemment la biodiversité, ni avec le bien-être des habitants. Donc il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Là, on sait que là où une école avait été détruite, on veut reconstruire une école. On n'a pas besoin d'attendre 1 an ou 2 ans de procédure pour savoir qu'on va reconstruire ici une école. Je reviens à la question du financement. L'Association des maires de France, l'AMF, a demandé clairement hier dans un communiqué un fonds d'urgence exceptionnel financé par l'État. Oui ou non, y aura-t-il un fonds d'urgence financé par l'État ? Ce sont les discussions qui sont en cours entre le gouvernement et les représentants des élus, sachant que vous connaissez notre intention, elle est de faire en sorte que toutes les communes puissent reconstruire leurs bâtiments. Mais vous avez budgété une enveloppe d'ores et déjà ? Les modalités opérationnelles, financières sont en cours de discussion, mais je vous le redis, dès lors qu'on dit ça, c'est qu'on veut que les communes puissent reconstruire une école. Alors l'autre sujet sur lequel le gouvernement a attiré l'attention, c'est le point des réseaux sociaux. Vous y êtes revenu vous-même hier. Il y a un mot qui a été employé par le président qui a fait réagir, c'est l'idée de couper les réseaux sociaux. Il n'a pas dit limiter des fonctionnalités, il n'a pas dit empêcher la géolocalisation, il a dit couper les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une option dans laquelle le gouvernement envisage de pouvoir couper les réseaux sociaux ? En fait, le président de la République est interrogé par des maires qui lui disent, dans ce genre de situation, il faudrait pouvoir couper les réseaux. Et lui, il dit, il faut pouvoir réguler, couper, etc. Ce que nous avons fait pendant ces nuits d'émeutes, c'est que nous avons demandé aux plateformes, exigé des plateformes, qu'elles coupent
certaines fonctionnalités sur une durée de temps déterminée. Par exemple, le fameux SnapMat qui, sur la plateforme Snapchat, alors que c'est pas un outil qui a été prévu pour ça du tout, d'ailleurs c'est une start-up française qui avait développé cet outil, qui est ludique et qui peut être utile au quotidien. Il y a eu un mésusage, un usage détourné de cette fonctionnalité pendant les émeutes, qui fait que ça permettait aux émeutiers de se retrouver à tel endroit, à telle heure. Et donc ça, c'était hors de question. Donc il faut pouvoir aussi saper tous les outils qui vont être détournés par les émeutiers dans ce type de situation. Et ça appelle à avoir une réflexion, parce que ce que nous avons fait dans l'urgence avec les plateformes, alors demandant de le faire, eh bien, il est plus prudent pour l'avenir, pour toutes les situations qui pourraient intervenir dans notre pays dans des années, dans des décennies, peu importe, eh bien, être capable d'avoir les outils législatifs qui permettent d'être plus réactifs encore. Donc c'est cela que nous sommes en train de réfléchir. Nous ne le réfléchissons pas dans notre coin. C'est le ministre Jean-Noël Barrot, le ministre du Numérique, qui réunit un groupe transpartisan, c'est-à-dire qu'il y en a de tous les partis, de tous les groupes politiques, de l'Assemblée et du Sénat, pour pouvoir évaluer s'il y a des besoins complémentaires dans la loi. Donc il ne s'agit pas de couper, d'avoir un bouton on-off sur les réseaux sociaux, sur décisions politiques, etc. Je vous vois venir, mais c'est évidemment pas le sens de la politique que nous menons. Par contre, de se dire, il y a certains moments où l'État, il doit pouvoir reprendre la main sur des outils lorsqu'ils servent à des gens qui agissent mal. Vous savez aussi que la question se pose parce que vous ne serez pas éternel au pouvoir et que d'autres peuvent vous suivre un jour. Et nous sommes toujours attentifs. Nous sommes toujours attentifs à cette question de manière générale. Quand on est, comme vous dites, au pouvoir, on réfléchit à l'usage qui pourrait être fait des textes de loi que nous prenons si d'aventure c'était d'autres qui prenaient le pouvoir. Il y a une question aussi que le président a posée. Il dit qu'il faut prendre le temps pour comprendre ce qui s'est passé. C'est l'un des chantiers qui est engagé. Au moment où l'on est là, vous, qu'est-ce que vous avez retenu de la semaine qui s'est passée? Quel message vous avez entendu, s'il y a un message? Il y a des messages. D'abord, que nous avons été en capacité de restaurer l'ordre et de maintenir l'ordre avec une mobilisation exceptionnelle. Ça, c'est ce que vous avez bien fait, mais c'est pas ce qui a déclenché les émeutes, les violences. Si ça avait été mal fait, c'est la question que vous me poseriez ce matin. Donc on peut aussi, ensemble, reconnaître que nos forces de l'ordre, nos forces de sécurité intérieure, nos pompiers, nos agents aussi hospitaliers qui ont été mobilisés, ont fait un travail remarquable. Mais quand vous me dites ça, ça veut dire qu'en fait, vous dites faut se préparer à de nouvelles violences et être capable d'y répondre, c'est le rôle des forces de l'ordre, mais il n'y a pas de moyen d'empêcher, de prévenir, de lutter contre. Je fais un premier constat qui me semble important, je pense que c'était le constat fondamental pour les Français la semaine dernière, restaurer, rétablir et maintenir l'ordre. Point. Deuxièmement, la justice a été capable de fonctionner avec une vitesse inédite et qu'il faut saluer, avec des centaines de comparutions immédiates. Troisièmement, nous avons plus de 4000 personnes, jeunes pour l'essentiel, qui ont été arrêtées. Ces 4000 personnes, elles sont ou elles seront traduites devant la justice. Et donc cela va nous permettre de saisir à qui nous avons affaire. Et il y a des choses que nous n'expliquons pas aujourd'hui. Pourquoi est-ce que dans une ville qui a 5 ou 6 quartiers populaires, il y en a 2 qui se sont enflammés et d'autres qui n'ont pas été enflammés? Et pourquoi dans des villes qui n'en ont pas du tout, il y avait eu des violences? Pourquoi est-ce que dans des villes qui n'ont pas de quartiers populaires, qui ont toujours été très calmes, il y a eu des violences? Pourquoi dans certains endroits, c'est des jeunes issus de l'immigration, dans d'autres, pas du tout? Pourquoi dans certains endroits, ce sont des jeunes qui sont connus des services, comme on dit, et dans la plupart des endroits, pas du tout? Et qui va faire ce travail d'analyse concrètement? Vous allez mobiliser des sociologues qui vont venir décortiquer les fichiers de la justice? C'est un ensemble de professionnels qui se penchent sur la question d'ores et déjà pour qu'on puisse ensuite communiquer. Et ensuite, il faut qu'on puisse identifier des facteurs communs s'il y en a. Et je pense qu'il y en a. Quel est le rapport à l'éducation quand il s'agit d'enfants, d'adolescents notamment? Quel est le parcours scolaire, éducatif? Quel est le parcours professionnel? Quels sont les lieux de vie? Quelles sont les pratiques? Vous savez, on nous raille parfois quand on parle de l'impact qu'ont pu avoir certains jeux vidéo. Personne ne dit que c'est les jeux vidéo qui conduisent les jeunes dans la rue à la violence. Mais enfin, si vous vous êtes déjà penché sur certains jeux, comme par exemple le GTA, qui est un concept selon lequel, en fait, vous devez carjacker des voitures, écraser des piétons avec les voitures, tirer pour tuer des policiers ou des pompiers ou la population civile. Et plus vous le faites, plus vous avez des points. Des jeux qui sont interdits aux moins de 18 ans. Et je suis à peu près convaincu que ce ne sont pas que des majeurs qui parfois y passent 3 ou 4 heures par jour. Ça peut avoir un impact. Donc, mais la réponse, ça peut être quoi? Interdire ces jeux? Déjà, ils sont interdits aux moins de 18 ans. Et de la même manière qu'il est interdit pour un mineur de 12 ans de sortir avec un bidon d'essence au milieu de la nuit dans une rue, qui est émeute ou qui n'est pas émeute, en fait, quand il y a quelque chose qui est interdit à des mineurs, c'est que c'est interdit à des mineurs. C'est pas que c'est pas grave ou que je le laisse faire ce qu'il veut. Donc il y a ce rôle éducatif. Il y a peut-être aussi de l'éducation parentale par endroit qu'il faut pouvoir revoir. Vous savez que le garde des Sceaux a pris une circulaire de politique pénale qui rappelle les parents à leurs obligations. Et on rappelle aussi... Et il prépare un flyer pour le rappeler aux parents, un dépliant en bon français. Parfois, quand il n'y a pas de modèle,
restaurer un modèle, ça se fait aussi de manière assez simple et de manière directe. Donc il y a tout cela que nous devons réfléchir. Ce que nous savons aussi, c'est qu'il y a 2 écueils que nous voulons éviter. Le premier, c'est de dire la réponse, si on avait mis 10 000 milliards de plus dans les banlieues, ce ne serait pas arrivé. C'est faux. On n'a jamais mis autant d'argent dans les banlieues que depuis 6 ans. Donc il n'y aura pas d'argent, il n'y a pas de besoin. Ce n'est pas la même mobilisation, ce n'est pas la même nature de mobilisation que celle de 2005, qui portait, elle, des revendications politiques sur les moyens, sur l'accès à la République, etc. C'est pas le même public, c'est pas un gamin de 12 ans qui se mobilise parce qu'il manque de moyens dans un quartier populaire. Et le deuxième écueil, ce serait de dire, si vous nous aviez écouté, que vous aviez coupé les allocs aux familles ou fait ça, etc., on n'en serait pas là. Pardon, non, les solutions simplistes, ça ne fonctionne pas dans cette situation. Donc, le président de la République nous a demandé de faire un constat clair, adapté, profond, rapide, pour qu'on nous puissions intervenir. Avant qu'on le diagnostic et le traitement. À la suite du diagnostic, puisque vous venez de rappeler que ça va se faire vite, mais que c'est pas immédiat, l'immédiat, c'est samedi un appel à des marches justement sur les suites de la mort du jeune Naël. Le 14 juillet, il y a des craintes exprimées encore par certains de vos opposants politiques ce matin à la radio, que ce soit Marine Le Pen, Gérard Larcher. Est-ce que les préfets sont appelés à prendre des mesures particulières sur les marches de samedi? Est-ce qu'autour du 14 juillet, vous avez des remontées d'informations qui suscitent des craintes chez vous? Alors, 2 choses qui sont très différentes et qu'on va traiter différemment si vous en êtes d'accord. L'appel à des marches de samedi. Ce sont aux préfets de décider si ils autorisent ou s'ils interdisent ces rassemblements. Moi, je note juste qu'à l'heure où la quasi-totalité de la classe politique se mobilise pour penser nos plaies et penser l'avenir, avec PENSER cette fois-ci, et faire des propositions, une partie de la classe politique appelle à quoi? À manifester, à descendre dans la rue. C'est à l'appel de certains syndicats et partis de gauche, en effet. Quand nous parlons de mettre de l'huile sur le feu, vous en avez ici la démonstration la plus évidente. Est-ce que manifester, c'est forcément mettre de l'huile sur le feu? Quand vous avez un parti, la France Insoumise, qui depuis une semaine n'a de cesse que de justifier bon an mal an le fait que les gens aient envie de contester, y compris en ayant recours à la violence sociale, quand ce même parti vous explique, alors que ça fait quelques nuits que nous obtenons, avec une mobilisation extraordinaire des forces de l'ordre, un retour au calme dans nos villes, et que ce parti dit, eh bien samedi, vous êtes en colère, venez l'exprimer dans la rue. Est-ce que vous pensez que cette manifestation, ce sera forcément l'expression et l'occasion de violence? Je vous dis que l'intention qui est derrière, plus personne, s'il y avait encore des personnes qui étaient dupes dans notre pays sur les intentions politiques de LFI, des Insoumis, aujourd'hui, plus personne n'est dupe. Et vous avez de l'autre côté la fête de la nation, la fête de la République, le jour où on célèbre la France, le jour où on fait communion, où on fait groupe, où on fait corps, le 14 juillet. Ce 14 juillet, il est évidemment hors de question de considérer qu'il devrait s'effacer derrière quelques milliers d'émeutiers dans nos villes. Donc il faut traiter les choses de manière très différente. Le 14 juillet, les gens viennent célébrer la France. Le samedi prochain, la France Insoumise n'appelle pas à célébrer la France. Mais le 14 juillet, il n'y aura pas d'annulation d'événements. Ces derniers jours, il y a eu des annulations de concerts, de kermesses, de fêtes de village, précisément en raison du contexte et pour ne pas mobiliser de forces de l'ordre. Les 13 et 14 juillet, il y a traditionnellement des balles des pompiers, des feux d'artifice municipaux. Tout cela aura lieu comme une année normale? Nous faisons tout, nous mettons tout en œuvre pour sécuriser, pour que les conditions de sécurité et de tranquillité publique soient réunies, évidemment pour ce grand moment de fête nationale. Et ensuite, j'imagine que ce sera au cas par cas avec les préfets sur certains événements, peut-être. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout de consigne de revenir sur la tradition du 14 juillet, qui est encore une fois le grand jour pour la nation. Revenons aux conséquences politiques. Vous commenciez à les évoquer. Il y a des propositions, là encore, faites par vos oppositions, mais qui font écho à certaines déclarations aussi du chef de l'État. Quand il dit en début de semaine qu'on pourrait envisager de sanctionner financièrement les familles, ça fait écho à la suppression des allocations familiales portées par les Républicains, ça fait écho à la proposition de supprimer les logements sociaux pour certains d'entre eux. Concrètement, pour vous, où est la marge de manœuvre entre l'idée de sanctionner les familles, comme le dit le chef de l'État, et les propositions de LR, par exemple? Et Adrien Gendre, il y a une loi dans notre pays. Oui. Excusez-moi. Qui n'est pas ou peu appliquée. 2 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende. Quand il y a une loi, elle est faite pour être appliquée. Mais alors, je m'arrête juste là-dessus, parce que ça paraît une évidence ce que vous dites, mais vous imaginez vraiment envoyer 2 ans en prison ou donner une amende de 30 000 euros à des parents? Ce sont les peines maximales encourues pour des parents qui refuseraient, par exemple, de se présenter devant un juge pour enfants lorsque leur enfant est accusé d'un fait grave, avec de la récidive, etc. La loi est toujours proportionnée, vous le savez, et elle prévoit des peines maximales, mais elle prévoit aussi des peines intermédiaires. Or, la loi aujourd'hui prévoit qu'en cas d'absence de défection complète des parents qui peuvent conduire à des délits, eh bien, on peut se retourner contre les parents, et c'est normal. C'est normal de le dire et c'est normal de le faire. Donc,
Ce que dit le président de la République, c'est qu'on a un arsenal législatif. Ce que dit le garde des Sceaux, c'est que cette loi, elle doit être utilisée, d'où l'objet de la circulaire qu'il a envoyée au procureur. Ensuite, il y a deux philosophies, Adrien Germain. Et je n'ai pas la réponse gouvernementale aujourd'hui. Je peux vous donner la mienne. Ça importe peu. Allez-y, mais avec plaisir. Il y a celle qui consiste à dire, là où il y a un délit, là où il y a une faute, on punit. Et la loi est faite pour ça, et on met des amendes, y compris en tapant au portefeuille des parents qui sont concernés. Et il y a une philosophie qui consisterait à dire, on prend le risque de priver toute une fratrie, toute une famille, de prestations sociales dont elle a besoin pour vivre correctement, parce qu'il y en a un qui fait n'importe quoi dans la fratrie. Voilà, je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, beaucoup de Français ont des familles nombreuses avec des frères et sœurs, et qui ont eu, quant à eux, une vie tout à fait normale, avec des études, un parcours studieux, un métier, et qui vont bien, et qui participent à la vie de la cité, et qui peuvent avoir dans la fratrie un élément qui, lui, va partir pas droit. Et donc votre inclinaison personnelle, c'est de Moi, dire... je préfère la philosophie qui consiste à dire on met des amendes, on sanctionne, on traduit devant la justice des parents lorsqu'il y a lieu de le faire, plutôt qu'un système qui consisterait à déterminer qui peut percevoir l'aide de la solidarité nationale quand il est dans le besoin et qui ne peut pas. Le résultat financier, la peine peut être très lourde à travers la loi et les sanctions. Je vous dis juste que c'est une question de philosophie. Voilà. Après, il n'y a pas aujourd'hui de proposition de loi dans un sens ni dans l'autre. Dans les facteurs mais on ne peut certainement pas surréagir pas surréagir, mais réagir dans l'urgence à cela tant que nous n'avons pas fait un constat précis. Rapidement, mais sans précipitation, si on résume ce qu'on a compris du gouvernement. Dans les facteurs d'explication, il y a également la question de l'immigration. Les Républicains l'ont remise sur la table de manière assez claire. Bruno Retailleau, le président des sénateurs LR, dit hier, certes, ce sont des Français. En l'occurrence, le ministre de l'Intérieur a dit 90% des interpellés sont Français. Mais il ajoute, Bruno Retailleau, mais ce sont des Français par leur identité. Malheureusement, pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Est-ce que vous dites il a raison ou est-ce que vous dites, par exemple, comme Mathilde Panot, il est raciste ? Mais en fait, je ne comprends pas l'intervention de Bruno Retailleau, qui par ailleurs a été dans une posture tout à fait républicaine depuis le début des événements, et je salue cela, en disant il faut soutenir l'action qui est conduite parce que il faut faire bloc, il faut l'unité nationale. Donc je ne vais pas, moi, mettre du désordre. J'ai juste rappelé à ceux qui en douteraient qu'une forte proportion de la population française est issue d'immigration de deuxième ou troisième génération. Moi, je suis député de Grenoble, qui est une ville très tournée vers l'Italie, où la moitié de la population, peut-être grenobloise, est issue d'immigration italienne. C'est ce qu'il dit aussi, mais en disant qu'il y a une sorte de régression vers les origines ethniques, c'est son terme. Mais je sais pas en fait, je n'ai pas compris le sens de sa phrase. Voilà, je n'ai pas compris le sens de sa phrase. Je n'ai pas envie de surinterpréter sa phrase. Je n'imagine pas qu'il ait pu dire ce que vous laissez en... Vous n'imaginez pas qu'il y ait du racisme, comme le dit Mathilde Panot. Quand vous êtes français, en fait... De la France insoumise. Quand vous êtes français, vous apportez à votre pays, vous aimez la France, vous adhérez à ses valeurs, vous êtes citoyen français. On ne regarde plus ce que faisaient vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis là pour poser des questions, Olivier Véran. Si en plus les journalistes se mêlent du débat politique avec leurs opinions personnelles, on s'en sort pas. Juste une question quand même. C'est un républicain. Il se trouve que les Républicains peuvent contribuer à faire des majorités au Parlement. Ils ont fait beaucoup de propositions. Peine plancher pour les auteurs de violences contre les forces de l'ordre, expulsion des étrangers majeurs condamnés, déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour violence. Éric Ciotti le disait à votre place en début de semaine. Est-ce que vous êtes prêt à faire un pas vers les Républicains sur un de ces sujets-là? Est-ce qu'il y a une de ces idées que vous pouvez reprendre? Nous, ce qu'on veut, c'est un texte pragmatique, efficace, juste. Voilà. C'est-à-dire qu'on veut que les étrangers qui sont en situation d'avoir un emploi et qui trouvent un emploi qu'en plus on n'arrive pas à pourvoir, ils puissent le faire de manière un peu plus simple et un peu plus légale qu'aujourd'hui. Je rappelle qu'en France, le taux de chômage des étrangers est le double du taux de chômage des Français. Donc en gros, vous nous dites le titre de séjour pour les métiers en tension, qui est une ligne rouge reste de l'Europe, mais pourquoi? Alors qu'ailleurs en Europe, c'est pas le cas. Pourquoi est-ce que la proportion d'étrangers au chômage est plus importante en France qu'ailleurs en Europe? Peut-être parce que les conditions qui permettent de travailler et de subvenir à leurs besoins ne sont pas remplies comme ailleurs. Mais donc la réponse à ma question, c'est non, vous ne reprendrez aucune de ces propositions. Deuxième point très important, tu sais, j'aime toujours quand même rappeler ce que le gouvernement fait ou veut faire avant de parler de ce que les autres commentent. Bien. La deuxième chose qui est très importante, c'est mieux expulser ceux qui n'ont pas vocation à rester. Et faire en sorte que, quand on vous a refusé l'asile, eh bien, vous n'ayez pas, je ne sais combien d'occasions de redemander si vraiment on est sûr. Et donc, de ne pas vous laisser pendant 2 ans ou 3 ans en carafe, en vous disant non tous les 3 mois,
alors que vous n'avez pas d'emploi et que vous vivez parfois des prestations sociales, alors que vous n'avez pas vocation à... Mais là, vous nous rappelez Donc, la c'est philosophie l'efficacité. du texte du Mais oui, gouvernement. mais elle est importante. Oui, sauf qu'en fait, il faudra Parce bien qu'on que lit des parfois beaucoup de parlementaires... choses sur ce texte. Il faudra bien que des j'en parlementaires rappelle le principe. votent. Il faudra bien que des parlementaires votent ce texte. Aujourd'hui, Oui. vous n'avez pas de majorité. Mais d'abord, le texte n'a pas été encore présenté à l'Assemblée nationale, donc on sait quand il y a une majorité au moment d'un vote. Ensuite, je vous dis juste que sur la base de ce que Là, vous je faites viens- l'autruche, Olivier Véran. Non, sur la base de ce que je viens de vous expliquer, de ce que nous souhaitons faire, en mon sens, il devrait y avoir un arc républicain très large, de la gauche à la Et il y a droite, pas. qui vote ce texte. Vous savez pourquoi? Parce que je connais très peu de députés, qu'ils soient socialistes, écologiques ou républicains, qui n'auraient pas besoin des outils que nous voulons mettre dans la loi, dans leur pratique au quotidien, dans leur circonscription. C'est quand je dis pragmatisme, justesse et efficacité, c'est cela que nous voulons. S'il y a pas de Après, on est majorité- ouvert, Adrien Jeanne, c'est-à-dire qu'on veut trouver une majorité avec les parlementaires de bonne volonté qui veulent apporter, enrichir Et sinon, notre texte. 49.3 ou pas de 49.3 Mais sur la loi je n'ai pas- immigration. je n'ai pas. Vous savez, on ne part pas dans une bataille législative, comme l'expression est consacrée, avec l'idée qu'à la fin, ça va signer en 49.3. Donc, on n'est pas dans cet état d'esprit. Donc il n'y a pas de tabou. Mais non, c'est pas une question de pas de tabou. Vous n'allez pas faire un bandeau avec marqué 49.3, pas de tabou. Bon, c'est ce que je vous dis, c'est qu'on est aujourd'hui en discussion avec tous les parlementaires qui, de manière efficace, pragmatique et juste, veulent que nous améliorons la situation sur le front de l'immigration et de l'intégration de notre pays. Et qu'on va y arriver. Parce que, encore une fois, c'est un sujet qui peut réunir très largement à droite. Et je le Merci. redis, à gauche, on n'entend pas la gauche sur le sujet. J'ai été député socialiste. J'ai été en mesure de voter des textes sur l'immigration qui allaient dans le même sens que le texte que nous proposons aujourd'hui. Et à l'époque, les On LR verra l'avaient aussi si voté. votre voix est entendue. Merci beaucoup, Olivier Merci à Véran, vous. d'avoir été l'invité d'LCI.